Monsieur Adamadien, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies, conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention des génocides. Vous êtes de passage ici au Sénégal. Une polémique est née concernant la sortie d'un avis du Conseil des droits de l'homme, du groupe de travail sur la détention arbitraire, qui dit qu'aujourd'hui que la détention de M. Karim Wade est arbitraire. Le gouvernement réplique en disant que l'ONU n'est pas une juridiction, n'est pas un tribunal. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Le gouvernement a bien raison. L'ONU, le groupe de travail sur la détention arbitraire, n'est pas un organe judiciaire. Cependant, c'est un organe qui a son importance. Comme vous le savez, cet organe a été créé il y a plusieurs décennies et j'ai été de ceux qui avaient fait la promotion de sa création, tant il est vrai qu'il y avait énormément de cas de détentions arbitraires à travers le monde. Dans l'affaire Karim Wade, il est clair qu'il y a eu des recours autour de la question de la détention arbitraire. La Cour de justice de la CEDEAO s'en était saisie et le groupe de travail sur la détention arbitraire également, qui est arrivé certes à une conclusion qui a pu paraître, disons, une ingérence dans les affaires judiciaires. Mais il faut préciser une chose, c'est que le groupe de travail étudie essentiellement les conditions de détention. Il ne s'agit pas pour le groupe de travail d'examiner sur le fond l'affaire Karim Wade. Mais c'était uniquement de veiller pour savoir si sa détention avait été effectuée dans le respect des normes internationales des droits de l'homme en matière de détention, et notamment aussi ils ont fait référence aux dispositions pertinentes du pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qui concerne le procès équitable. Cela étant, je ne vois vraiment pas pourquoi il devrait y avoir une polémique autour de cet avis. Je dis cette décision est un avis et une recommandation, une série de recommandations portées à l'attention de l'État du Sénégal. Le Sénégal étant membre des Nations Unies, il va sans dire qu'il est tenu de respecter les décisions relativement à la coopération avec le groupe de travail. D'ailleurs, cette coopération a été consacrée par une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui invite tous les États membres de coopérer avec le groupe de travail, de tenir compte de ces avis, mais également de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation de personnes privées de liberté et d'informer le groupe de travail des mesures qui auront été prises. Est-ce que si le gouvernement n'accepte pas ce que dit le groupe de travail, il y a des conséquences? Il va sans dire que s'il y a faillite de la part de l'État du Sénégal, le groupe va relancer de toute façon le Sénégal pour savoir si des mesures ont été prises telles qu'il les a préconisées. Et je crois que jusqu'ici, nous avons été absents des scènes judiciaires, entre guillemets, internationales pour non-respect des droits de l'homme. Et j'ose tout simplement espérer qu'une solution sera trouvée pour faire en sorte que le dossier soit géré dans le respect des principes de la légalité. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est devenue un credo un peu partout en Afrique. Les citoyens se disent que nos gouvernants de plus en plus prennent l'argent des populations et les droits de l'homme souvent se dressent pour leur demander de libérer ceux qui sont pris dans cette masse. De mon point de vue, il faut faire quand même la distinction. Une chose, c'est la corruption, qui est un crime extrêmement grave, et surtout lorsque ce crime est perpétré par des leaders qui devraient être des modèles d'exemple, de probité, d'intégrité. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. De plus en plus, il ne se passe pratiquement pas un jour sans que dans la presse africaine ou internationale, qu'on épingle des leaders de ce continent
pour des faits malheureusement qui ne font pas honneur aux pères fondateurs de nos nations. J'ai l'habitude de dire que quelqu'un comme Kenneth Kaunda est parti du pouvoir sans un seul sou. Et c'était lors d'une soirée, je discutais avec Mwalimu Nyerere, paix à son âme, qui me disait « Adama, tu te rends compte, Chiluba qui attaque Kaunda. Kaunda a toujours pensé que State House, donc le palais de la République, était sa résidence privée. Au point que le jour où il est parti du pouvoir, j'ai dû moi-même, Mwalimu Nyerere, aller rencontrer des chefs d'État de la région pour faire de la recherche de fonds et permettre ainsi à Kenneth Kaunda de construire une modeste résidence. Mais ce que Mwalimu ne m'avait pas dit, c'est que lui-même était pratiquement dans la même situation. Ça veut dire que la corruption n'était pas le souci de ces gens. Malheureusement, nous avons connu une génération de leaders qui ont toujours confondu le trésor public avec leur propre portefeuille. Et pour cela, un terme doit être mis à cette pratique. L'Organisation de l'Unité africaine m'avait confié, par le biais de Salim Ahmed Salim, la rédaction de l'avant-projet de convention africaine contre la corruption. Cette convention a été adoptée à Maputo. Elle est entrée en vigueur depuis août 2006. Et hélas, on peine encore à mettre en œuvre. Or, il y a un potentiel pour qui veut combattre la corruption. Je sais que dans mon beau pays, le Sénégal, un organe de lutte contre la corruption a été mis en place. Il existe une cour de répression de l'enrichissement illicite, mais il faut aller au-delà. Et c'est pourquoi je me réjouis d'entendre les autorités, notamment le président de la République, dire qu'il ne sera pas tolérant avec les corrompus et les corrupteurs. Parce que là où il y a des corrompus, il y a aussi des corrupteurs. Aujourd'hui, si l'Afrique perd 60 milliards de dollars, ce qui en CFA équivaut à 300 milliards, 300 000 milliards, imaginez combien de centaines de milliers d'Africains auraient pu avoir accès à la santé, combien d'enfants dont l'avenir est plombé du fait que le secteur de l'éducation, depuis la période des politiques d'ajustement structurel, a subi des coupes les plus sombres, alors que l'éducation, comme disait Mandela, c'est la clé qui peut ouvrir, qui peut résoudre tous les problèmes de notre planète. Donc pour moi, ces corrupteurs, ces leaders sont des criminels et il faut que cela cesse. Il faut que des mesures soient prises. L'Union africaine a d'ailleurs prévu, dans le cadre de sa réforme de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, d'instituer une chambre criminelle qui aura, entre autres compétences, de juger les leaders qui seraient coupables de corruption. Et il est évident que ça prendra peut-être du temps pour que cette chambre criminelle soit mise en place, mais nous disposons aujourd'hui d'instruments internationaux, la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention africaine. Il y a donc des possibilités de coopération, d'entraide judiciaire, et si on veut véritablement combattre la corruption, on devrait pouvoir y arriver, même si je ne vois pas son éradication du jour au lendemain, mais graduellement, et surtout lorsque l'exemple vient d'en haut. Et je précise bien, lorsque l'exemple vient d'en haut, il y a de fortes chances qu'en bas, l'on puisse respecter ces décisions. Monsieur Adamadien, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Vous êtes le conseiller spécial du secrétaire général, M. Ban Ki-moon, chargé de la prévention des génocides.